Juste avant de commencer, je vais faire rapidement un mini sondage. Soyez pas timide, j'interroge personne. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le 4L Trophy? Ok. Est-ce qu'il y en a qui l'ont fait? Incroyable. Pour les autres, pour ceux qui ne connaissent pas, le 4L Trophy, ça fait 27 ans que ça existe. C'est une course d'orientation humanitaire dans le désert marocain. Donc grosso modo, l'idée c'est de partir de Biarritz, de traverser toute l'Espagne en 4L, de prendre le bateau et d'arriver au Maroc pour réaliser un parcours d'orientation et des actions humanitaires. Donc là, vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec aujourd'hui? Eh bien, si je vous dis qu'on s'est lancé le défi de mettre de l'IA dans une 4L et de partir dans le désert avec. Eh bien, c'est ce qu'on vous raconte aujourd'hui. Donc, je m'appelle Ilona Marie Lemaire-Lefebvre, je suis ingénieure IA embarquée chez Thales et je travaille avec Dylan. Donc moi, c'est Dylan Orto, je suis ingénieur système embarqué et mécatronique chez Thales. Voilà. Donc on fait partie de la cellule intelligence artificielle de Thales à Bordeaux. Et dans cette équipe, en 2022, on a Mélissa, qui était stagiaire à ce moment-là, qui a participé au 4L Trophy. Donc elle y va, elle revient travailler avec nous et puis elle nous raconte, elle nous dit que là-bas, ils sont tombés dans une tempête de sable et que c'était très compliqué d'y voir, que là-bas, il y a des chameaux qui traversent la route, qu'on peut facilement se perdre dans le désert et qu'il arrive aussi qu'on ait des pannes mécaniques soudaines sur sa 4L. Et donc nous, on est des super collègues et vu que ça fait à peu près 4 ans qu'on travaille sur les sujets d'IA en embarqué, eh ben on plaisante et on lui dit si tu veux, on te fait une IA qui détecte les chameaux. Et puis on se regarde tous et puis on se dit c'est pas bête. Parce qu'au final, si on analyse un petit peu cet environnement désertique du 4L Trophy, on peut se rendre compte qu'il est présent pas que au Maroc et pas que pendant le 4L Trophy. Donc nous, on a basé notre étude sur 3 critères environnementaux. Qui sont donc d'abord des environnements déstructurés, endommagés, sableux, rocheux, difficiles d'accès, comme on peut retrouver dans le désert ou sur Mars ou simplement sur une route abîmée. On a aussi une météo contraignante, donc avec des tempêtes de sable, des températures variables, du positif, du négatif. Et on a aussi une communication limitée, typiquement des signaux brouillés en zone de guerre, pas de signal GPS au fin fond de la montagne, ou carrément pas de signaux du tout sur une autre planète. Et donc, face à ça, on va avoir, 3 besoins qui émergent pour un pilote, qui vont être déjà de libérer sa charge mentale pour qu'il puisse se concentrer sur la route, le libérer éventuellement d'actions manuelles. Ça va être aussi anticiper la maintenance et les pannes de son système, et aussi améliorer sa prise de décision et sa connaissance de l'environnement dans lequel il évolue. Donc ce genre de problématique, ça peut être présent sur plein d'autres systèmes. Donc ça peut être du véhicule civil, du véhicule militaire, de l'avion, du drone, du rover, dans lequel il transite dans ce type d'environnement. Et donc nous, on a cherché à traiter des concepts pour répondre un petit peu à ces problématiques, notamment comment embarquer des algorithmes d'IA utiles sur ce genre de système embarqué contraint. Comment traiter des données hétérogènes qui arrivent en masse provenant de sources multicapteurs, le faire en temps réel, être réactif et avoir une consommation énergétique réduite. Tout ça pour garder dans l'idée il faut réduire la charge cognitive de l'utilisateur. On s'est aussi posé la question, on voulait proposer un système qui puisse s'intégrer partout, et donc notamment sur des véhicules non équipés initialement, pour ne pas avoir à produire une nouvelle flotte, mais simplement upgrader des anciennes pour faire des économies à tout niveau. Et aussi, on a réfléchi, on s'est dit, ce serait bien, nous, de sortir un petit peu de notre environnement de laboratoire, de monter en maturité, de monter en TRL, et d'aller tester notre prototype en conditions significatives sur le terrain. Bon, problème, moi, j'ai pas de blindé militaire dans mon garage et j'ai pas non plus de ticket pour aller sur la Lune. Et donc, c'est là qu'intervient la 4L, plus dans un sens c'est un démonstrateur qui va être plus accessible et tout aussi intéressant quand on parle, quand on pense au postulat que si on peut embarquer du très neuf sur du très vieux, on peut embarquer du très neuf un peu partout. Donc, complètement. Qu'est-ce qu'on a fait concrètement? Littéralement, on a tuné une 4L, on y a mis plein de capteurs et plein d'IA. Donc notamment, on a mis des caméras pour numériser le terrain, on lui a mis de la reconnaissance vocale, on a mis un système de navigation sans GPS et des capteurs de vibration et de température pour regarder le moteur. Le tout, c'est alimenté par panneau solaire. Et puis, on est parti. On est parti avec. Et pour ça, on a participé à des raids automobiles encadrés pour les 4L. Donc, notamment le raid SDO Terre d'Aventure Aveyron, donc au mois de septembre.
Donc c'était dans le Larzac. Ok, c'est pas forcément le désert, mais il y a quand même des routes compliquées là-bas. Ce raid-là, c'était un petit raid. On fait environ 500 km sur une semaine. Nous, l'idée derrière, pour cette première expérimentation, c'était de nous roder un petit peu, de voir comment évoluer nos algos, nos capteurs, nos boîtiers dans ces conditions un peu difficiles, pour nous préparer à notre expérimentation finale avec qui devrait être beaucoup plus conséquente. Et donc, c'est comme ça qu'il y a 3 semaines, en fait, on est rentrés, nous aussi, du 4L Trophy au Maroc, où là, c'était pas la même chose. Là, c'est 6000 km sur 10 jours. Là-bas, on fait de la route, de la montagne, des pistes, du hors-piste pour les plus courageux aussi. Côté température, on a du moins de la nuit, 35 la journée, on a du sable, de la poussière, bref, des conditions assez extrêmes qui nous permettent en fait de tester notre prototype dans des conditions vraiment très compliquées. Donc je vais essayer, Dylan, un petit peu expliquer ce qu'on a fait concrètement. Du coup, pour parler un petit peu plus technique, on va dire, on a 4 grandes fonctionnalités, dont 2 lots, de l'aide à la navigation et de l'aide au pilotage. La première fonctionnalité, c'est la transcription de la parole. Quand on part en mission, quand on part en intervention, il arrive plein de choses sur la route et c'est pas du tout pratique pour prendre des notes. On a le volant, on doit rester concentré. C'est vraiment pas la chose qu'on va penser à faire. Le deuxième problème, c'est le bruit. En fonction des systèmes, nos voitures d'aujourd'hui ne font pas de bruit, mais je peux vous dire qu'une 4L, après 6000 km, on a les oreilles qui sifflent. Du coup, on a dû adapter des algorithmes de transcription de la parole pour l'embarquer, donc en total offline, et que ça tourne en local. Pour coupler à ça, on a fait un algorithme de réduction de bruit pour nettoyer le signal de nos enregistrements audio. Comme on peut le voir, on a testé donc plusieurs emplacements de micros pour voir la meilleure qualité, on va dire, d'enregistrement à travers nos raids. Et ensuite, comme on peut le voir en haut de l'écran, on a une petite tablette. Qu'est-ce que c'est cette tablette? C'est tout simple. Toutes nos fonctionnalités sont retranscrites en temps réel là-dessus. Vous allez voir, en fonction des fonctionnalités, on va voir des choses qui vont apparaître sur notre tablette. Pour la reco vocale, on peut voir qu'il y a 2 choses sur notre tablette. On a un petit bouton qui va permettre de lancer les enregistrements. Donc le copilote, il a sa tablette qui va être devant lui, il a juste appuyé sur un bouton, on enregistre et on a juste à appuyer pour éteindre les enregistrements. La deuxième fonctionnalité qui est juste à côté, c'est une petite cellule qui va nous permettre de regarder notre transcription de la parole en temps réel. C'est-à-dire que du coup, une fois qu'on a fini l'enregistrement, notre algo tourne directement dessus et on a notre rendu. Ça nous permet du coup de vérifier et être sûr que nos notes sont bien prises. Sur nos raids, ça nous a vraiment servi et on s'est rendu compte que c'était super utile dans le sens où on avait vraiment notre carnet de bord de la journée avec tous les événements qui se sont passés et d'autant plus toutes les idées qu'on a pu avoir pendant la journée ou quoi. Et quand on revient une semaine et demie après et qu'on a ces notes, c'est super pratique pour pouvoir se rappeler de tout ce qu'on a fait dans la journée. Je vous l'ai dit, la 4L, ça peut tomber en panne. Une panne courante, c'est la surchauffe moteur. Sauf que dans une 4L, le seul indicateur qu'on a, c'est un voyant rouge qui s'allume, mais qui s'allume quand c'est trop tard. Ce qui est un petit peu dommage. On peut penser en opération, quand on tombe en panne au mauvais endroit, au mauvais moment, c'est pas terrible. Donc on s'est dit que là, on allait monitorer davantage le moteur en ajoutant notamment des capteurs de vibration et des sondes de température. Donc pour ça, on a conçu un petit boîtier qui va se placer dans la boîte à gants de la 4L, donc passager ou conducteur, c'est pareil, tant que c'est proche du moteur. Et ce boîtier, en fait, il va aller récupérer et faire l'acquisition de toutes nos remontées donc de température et de vibration, et ensuite les valoriser et nous les restituer sur notre tablette. Donc on va avoir notamment la température extérieure, la température moteur, les vibrations du moteur aussi, et les vibrations châssis. L'idée derrière, c'est de savoir notamment différencier si c'est une chauffe normale de la voiture ou si c'est une surchauffe moteur. Et également au niveau des vibrations, savoir si c'est des vibrations qui sont dues parce que quelque chose s'est détaché, se dessert ou quoi que ce soit, ou notamment avec les vibrations du châssis aussi, voir si c'est dans ce cas-là, pas forcément ça, mais des vibrations liées au relief, notamment si par exemple on a pris un gros trou ou un nid de poule. Et donc nous, pendant le raid, ça nous a été vraiment utile aussi, notamment au niveau de la température, parce que dans la 4L, en fait, elle a 2 ventilateurs dans son circuit de refroidissement. Il y en a un qui se déclenche automatiquement au calorstat, et il y en a un qu'on doit enclencher manuellement avec un interrupteur. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est pendant le raid, on regardait la tablette, on voyait que ça commençait à chauffer, donc notamment ça chauffe dans les bouchons ou dans les grosses côtes, parce que la 4L, faut la pousser un petit peu. Et donc à ce moment-là, quand on voit que ça chauffe, on enclenche le deuxième ventilateur et on baisse en température. Le résultat qu'on a eu, typiquement, c'est que contrairement à d'autres, nous, on a eu 0 surchauffe sur l'ensemble du raid et ça a été vraiment un bel avantage.
Le point commun, on va dire, entre le désert, Mars, la Lune ou une zone de brouillage, c'est le manque de signal GPS. Et quand on part en mission et qu'on ne sait pas se situer, qu'on se perd, comment on fait pour rentrer, pour aller à notre nouveau checkpoint? Et c'est un des problèmes qu'on a essayé de résoudre. Du coup, on a fait un petit système, un tétraèdre, ça s'appelle. Donc, c'est une pyramide à base triangulaire. Et à chaque coin, en fait, on a mis des centrales inertielles. Donc, on a fait de la redondance de données pour éviter des dérives de composants. Et au centre de ce système, on va retrouver un magnétomètre. Un magnétomètre, c'est une boussole. Et il faut savoir que dans le cadre du 4L Trophy, on a interdiction d'utiliser le GPS. Comme on peut le voir en bas à droite, on a un roadbook. Qu'est-ce qu'un roadbook? On a dû vite apprendre ce que c'est. C'est suivre des instructions de route comme un GPS, mais sur papier. C'est-à-dire que dans 500 mètres, on doit tourner à droite. Ou quand on est sur les pistes, dans 800 mètres, on doit prendre un cap estimé. Et une boussole dans une voiture, c'est pas très fiable. Donc notre système nous a vraiment servi avec un odomètre qui était couplé à ce système au niveau de la roue arrière qui allait en temps réel compter le nombre de tours qu'on faisait pour recaler le système avec la distance réelle parcourue. Comme on peut le voir ensuite sur notre petite tablette, on retrouve du coup notre boussole qui est numérique avec notre magnétomètre et on peut voir aussi précédente instruction, prochaine instruction. En fait, ça nous sert de checkpoint, c'est-à-dire que quand on arrive à un point de référence, on peut lui dire que là, on l'a passé. Ou revenir en arrière si on a besoin. Et au-dessus, on peut voir du coup la distance réelle qu'on a pu parcourir entre ces checkpoints. La dernière fonctionnalité qu'on a implémentée, c'est de la stéréoscopie par IA. Donc la stéréoscopie, c'est quoi? C'est comme nos deux yeux. Le principe, c'est on a deux yeux pour nous permettre de voir le relief. Et là, on a fait la même chose avec deux images de caméra. Donc la stéréoscopie, c'est une technique mathématique assez traditionnelle qu'on a choisi de modéliser par traitement d'image avec de l'IA et avec des caméras pour nous permettre en fait, de numériser le terrain, numériser ce qui se passe devant nous pour détecter les trous, les bosses, les obstacles, les fameux chameaux qui traversent également. Et donc ce qu'on a fait, en fait, on a conçu un boîtier caméra qui vient présenter du coup nos deux caméras qu'on essaye d'aligner le plus possible. Et derrière, on a implémenté et entraîné notre propre réseau de neurones qui va en fait nous restituer une carte de profondeur à partir de deux images RGB. Et donc cette fameuse carte de profondeur, ensuite, on va aller la superposer à notre rendu caméra sur notre tablette, donc en transparence. Et ça va nous permettre, en fait, avec un code couleur, de se dire ce qui est de telle couleur, c'est proche, et ce qui est de telle couleur, c'est plus loin. Petit retour d'expérience, pendant le premier raid, ça marchait pas très bien. Donc du coup, on a investigué, on a cherché pourquoi, et on s'est rendu compte qu'on avait un problème d'alignement de nos caméras, donc nos caméras louchaient. On a eu aussi des problèmes de condensation et de gouttes d'eau. Donc tout ça, c'est des problèmes d'ingénierie matérielle, mais qui au final ont un impact sur notre logiciel puisque ça induisait notre modèle en erreur. Donc on a retravaillé dessus, on a corrigé les défauts, et au final, au 4L Trophy, ça marchait beaucoup mieux. Autre anecdote, toujours pendant le premier raid, on a quelqu'un de l'organisation qui est venu nous voir, qui regarde nos systèmes, qui regarde la stéréoscopie et qui nous dit « Je pense que vous vous rendez pas compte, mais ce genre de système, pour moi, ça peut révolutionner ma vie. » Pourquoi? Parce que je suis borgne, et donc je vois que d'un œil, et moi, le relief, je sais très mal l'estimer. Donc on s'est rendu compte à ce moment-là qu'il y a même des applications auxquelles on n'avait pas pensé et qu'on découvre justement en étant sur le terrain. Pour alimenter tout ce système, vous allez me dire, mais comment vous avez fait? Parce que dans le désert, il n'y a pas de prise électrique. Et c'est le problème qu'on a dû résoudre. On a fait un petit système électrique, petit. On a dû mettre du coup des panneaux solaires au niveau de la 4L, comme on peut le voir, et on a mis donc une cantine militaire dans le coffre de la voiture pour centraliser nos systèmes électriques. Donc le panneau solaire était relié à notre batterie, qui elle-même alimentait du coup une carte d'alimentation. Cette carte d'alimentation permettait de faire le relais entre la batterie qui était chargée et nos composants. Cette carte, elle pouvait du coup distribuer du 3 volts, du 5 volts ou du 12 volts en fonction de nos besoins. La chose qu'on a dû surtout penser quand on a dû concevoir ce système, c'est d'être le plus éco-responsable dans le choix de nos matériaux, mais aussi dans la conception de nos logiciels, pour être le plus frugal possible, parce qu'on est dans un environnement contraint et il faut consommer le moins possible pour que ça tienne le plus longtemps. Notre système, ensuite, est totalement plug and play, c'est-à-dire que si demain on veut l'enlever et le mettre sur une autre voiture, on peut le mettre sur n'importe quel système, et c'est ça tout l'avantage. Ensuite, on a centralisé tous nos composants électriques dans cette cantine militaire, mais ça sert aussi le soir, quand on finissait notre journée, de pouvoir ranger tous les éléments externes dans cette cantine
Et le deuxième avantage, c'est aussi d'un point de vue sécurité. Si à tout moment on avait un problème, on pouvait tout ranger, débrancher et retirer la malle sans problème, et on pouvait partir avec. Il faut savoir qu'on a testé 2 panneaux solaires pendant ces raids, un de 100 watts qui a suffi largement pour alimenter nos systèmes. On avait une petite barre de chargement sur nos batteries, et en fait, à la fin de la journée, on était toujours les barres complètement chargées alors que le système avait tourné toute la journée. Même avec les tonnes de poussière sur le panneau solaire, ça suffit largement pour alimenter tous nos systèmes. Pour conclure, ce projet il nous a permis de développer un système qui est complètement frugal en énergie, qui est indépendant et autonome, et qui peut s'intégrer sur n'importe quel véhicule sans électronique préalable. Donc du coup, par ce biais, on espère inspirer à revoir la frugalité non pas comme une contrainte inconfortable, mais plutôt comme une opportunité d'innovation face aux enjeux climatiques auxquels on est confronté aujourd'hui. Ce qu'on retient aussi, je pense qu'on est d'accord là-dessus avec Dylan, c'est aussi ce voyage extraordinaire qu'on a vécu, qui est le fruit d'1 an et demi de recherche et développement chez Thales. Derrière, c'est une équipe d'une dizaine de personnes avec des jeunes, donc des alternants, des jeunes embauchés qui sont eux-mêmes anciens alternants ou stagiaires, et qui sont dispatchés à Bordeaux, à Toulouse et à Sofia. Et puis au final, ce projet aussi, il vient de nous. C'est un projet qu'on a eu l'opportunité de présenter à notre direction technique et de l'innovation, et qu'on a su convaincre au final qu'on peut allier IA embarqué, innovation, humanitaire et Renault 4L. Donc voilà. Merci d'avoir assisté à ce Retex. On est rentré il n'y a pas très longtemps du 4L Trophy, donc on n'a pas encore eu le temps de dépiler l'ensemble des données du RAID. Donc on aura l'occasion au cours de l'année de vous présenter des nouveaux résultats. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis je pense qu'on a le temps pour quelques questions du coup. Et puis encore une fois, merci à vous. Merci à vous. Merci à nos 2 présentateurs. C'est à votre tour. Hop. Bonjour, merci. C'était hyper intéressant. J'avais une question plus sur les modèles que vous avez utilisés, tant pour la transcription que pour l'analyse des images. Un peu, si vous pouviez donner quelques détails sur ce que vous avez utilisé. Oui. Alors pour les modèles de stéréoscopie, donc pour numériser le terrain, ça c'est des modèles qu'on a créés nous-mêmes. Donc on a épluché pas mal de papiers de recherche sur ce qui se fait à l'état de l'art, et on a défini notre propre architecture. Dans les grandes lignes, c'est une architecture UNET siamoise qu'on a essayé d'adapter le plus possible, et qu'on a décliné en plusieurs modèles pour essayer de faire des modèles, des gros modèles, des plus petits modèles, et les porter sur nos différentes cartes. Parce que du coup, au niveau calculateur aussi, on a essayé de trouver des calculateurs du mini GPU, du NPU, etc. pour vraiment voir qu'est-ce qui tourne le mieux et où est-ce qu'on a les meilleures performances. Pour la transcription de la parole, ça c'est un modèle qui est adapté, on va dire, à l'embarqué. Globalement, en fait, ça va découper avec des lettres. Et après ça forme des mots. Donc c'est assez rigolo parce que typiquement une fois je l'ai testé quand j'étais enrhumée, je vous jure que ça remet les B et les P quand il faut pas. Mais voilà. Et ouais. Oui, ça c'est propriétaire. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question dans l'amphi ? Non, très bien, je vais en poser une petite, moi. J'imagine que vous avez généré énormément de données. Comment vous comptez les réintégrer dans l'ensemble du système pour permettre d'améliorer encore les performances ? Il y a plusieurs axes d'amélioration. Par exemple, sur tout ce qui est transcription de la parole, vu qu'on a tous nos audios, etc., on peut, si on veut améliorer un petit peu notre modèle et le spécifier pour une application donnée, on peut aller se dire que en RAID, on va avoir plutôt ce type de vocabulaire, dire cap autant, tourne à droite, etc. Si c'est pour une autre application, par exemple dans le spatial, les astronautes, ils vont pas avoir ce même vocabulaire. Donc ça, par exemple, c'est une idée pour spécialiser un peu nos modèles et les rendre plus performants à l'avenir.
Pour tout ce qui est stéréoscopie, ça va être aussi regarder les images, les différentes images qu'on a eues. Il y a des moments où on est à l'arrêt, donc on ne va pas réentraîner un modèle avec l'ensemble du dataset. On va plutôt élaguer et dire ça c'est un type d'image qu'on revoit beaucoup, ça c'est un autre type. Donc il va y avoir un petit peu d'épluchage là-dedans aussi. Voilà, globalement, ça peut être ces axes-là qu'on va voir. Donc il y a un petit peu de boulot de dépilement de données ensuite, mais c'est un boulot. Merci. On a encore le temps pour une petite question ou deux. Désolé, c'est encore moi. J'avais aussi des questions sur tout ce qui était conception et choix. Vous avez dit à la fois des matériaux et des logiciels, d'un point de vue de la consommation, etc. Un peu comment vous, par exemple, plutôt sur la partie IA, ce qui m'intéresse, moi, c'est plus comment vous avez évalué ou prédit ce que ça allait consommer et est-ce que vos systèmes allaient être suffisants l'alimentation allait être suffisant? Alors ça fait partie en fait de travaux qu'on mène depuis 4 ans sur tout ce qui est, on va dire, les principes de l'IA Green. Donc trouver un compromis entre performance de prédiction et consommation derrière. Et donc nous, il y a différents modèles où on essaye d'appliquer des techniques de miniaturisation de l'IA, où derrière on va aller mesurer à la fois combien il y a de paramètres, les taux de convergence, les temps de convergence, la consommation à l'entraînement et la consommation à l'inférence. Mais après, il faut se dire aussi que, en fait, nous, on s'est posé pas forcément on avait des contraintes qui nous étaient imposées de par l'embarqué, qui nous poussent en fait à concevoir des systèmes frugaux de base. Et donc, on a fait pas mal d'expérimentations sur des toutes petites cartes où on s'est dit, de toute manière, il faut que ça rentre, donc il faut trouver un moyen pour que ça rentre, et derrière, mesurer aussi la consommation. Si vous voulez, l'année dernière, on a fait un talk aussi ici au Data Aquitaine sur justement ces différents principes. Il y a quelques résultats aussi sur les techniques qu'on a utilisées et ce genre de choses. Notamment, on pense à tout ce qui va être, comme on a vu dans la présentation tout à l'heure, quantification et aussi tout ce qui va être distillation des connaissances, qui est quand même vachement utile pour tout ce qui est traitement d'image. Merci. On a encore le temps pour une autre question. Je voulais savoir, c'était quoi l'avantage de la stéréoscopie par rapport au LiDAR? Enfin, pourquoi votre choix et si c'était lié à l'embarqué? Ouais. Alors pourquoi est-ce qu'on a mis des caméras et pas des lidars? Alors ça, c'est plus parce qu'un lidar, ça coûte vachement cher et que ça casse plus facilement que des caméras. Vu ce qu'on s'est mangé dans le désert, heureusement qu'on a pris des caméras et pas un lidar, parce que je suis pas sûre que ça aurait tenu très très longtemps. L'autre avantage aussi entre caméra et lidar, je peux peut-être le montrer sur la slide parce qu'on a justement on a testé un peu les deux. Si on regarde, le laser il fonctionne. Donc à gauche, ça c'est un petit peu ce que pourrait nous restituer un lidar. Donc on voit les différents points, on peut discerner le relief, etc. Mais on a quand même beaucoup de noir dedans. Donc l'avantage de le faire avec des caméras, c'est que là au final on obtient une carte de profondeur qui est complète sur toute l'image, et donc on n'a pas forcément ces zones noires. Merci. On a encore le temps pour une question. Derrière. D'abord, merci pour la présentation, c'était super. J'ai une question sur la trajectoire, vos estimations de Node.js. Est-ce que vous avez trouvé ça marchait pour vous ou, alors là, pour tout ce qui est navigation, en fait, l'idée, c'est d'être en capacité, on va dire, de retracer un petit peu quelle direction a pris la voiture et se recaler avec les différents checkpoints. On n'est pas de la précision du GPS non plus, parce que c'est des toutes petites centrales inertielles. Mais l'idée, c'était vraiment d'expérimenter, de voir si on pouvait réussir à retracer un petit peu le chemin parcouru et comparer vis-à-vis du roadbook si on est à peu près correct ou si on a vraiment dérivé ou pas. Je pense que l'axe d'amélioration derrière, c'est de tester ça avec des centrales inertielles un peu plus performantes, parce que là, c'est des toutes petites assez grand public. Mais oui, c'est vrai qu'il y a une question de précision à voir dedans. C'est aussi pour ça que du coup, on a fait un système avec quatre centrales inertielles pour justement pouvoir fusionner ces différentes sorties et corriger un petit peu les incertitudes liées à la dérive des centrales. Merci. On a encore 2 minutes. Donc, s'il y a une dernière question.
Alors, j'ai deux questions. La première, pour ma culture personnelle, est-ce que le système sait faire la différence entre chameau et dromadaire? Parce que ça, c'est un gros problème, surtout pour mes enfants. Je vais répondre direct. Alors, entre chameau et dromadaire, ça, je pourrais vous dire ça d'ici quelques semaines, je pense, parce qu'on en a bien croisé des chameaux. Donc, quelque part dans mon disque dur, j'ai des images de chameaux. Dromadaire, je ne sais pas. Ils avaient l'air très, très à cheval en disant non, au Maroc, c'est des chameaux et pas des dromadaires. Donc, pour l'instant, je ne peux pas encore répondre, mais je pourrais essayer. Et la deuxième, c'est plus par rapport au règlement, en fait, dans quelles circonstances ça pouvait s'intégrer, parce que finalement, c'est des aides à la conduite, c'est pas forcément l'esprit, je pense, quand on prend une 4L. Donc, comment est-ce que ça peut s'insérer demain dans les courses Trophée 4L? Alors par rapport au 4L Trophy, au final, au contraire, ça fait, je crois que c'était la 3e édition cette année. Le 4L Trophy a lancé une initiative qui s'appelle le 4L Lab. Donc c'est vraiment un espèce de labo qui met à l'honneur tous les véhicules innovants et éco-citoyens. Et donc nous on a pu participer à cette initiative. Donc là cette année il y avait une 15aine d'équipages qui proposent plein d'innovations sur les 4L. Donc nous on était un petit peu les premiers à mettre de l'IA dans une 4L. Il y en avait d'autres, c'était simplement les panneaux solaires ou de la modification du moteur pour faire par exemple des 4L à l'éthanol ou ce genre de choses. Mais c'est complètement dans l'esprit 4L Trophy de proposer un petit peu des 4L du futur aussi pour tester des innovations grâce à ce RAID qui réunit au final pas mal de jeunes aussi, des étudiants et des jeunes embauchés pour les pousser un petit peu aussi à faire ce genre d'innovation. Et également pour voir, nous de notre côté aussi, il y avait on va dire des avantages un peu sécurité, navigation, moins se perdre, des avantages aussi un peu compétition, mais toujours dans le cadre du 4L Trophy, c'est une initiative vraiment qu'ils encouragent pour les futurs participants. Merci. Encore merci pour cette présentation.